Donc aujourd'hui, moi je vais prendre vraiment très vite, j'ai préparé quelques points, mais on va parler des questions de communication. Évidemment, l'idée c'est d'échanger, hein, c'est pas du... Donc la question qui se pose quand on veut communiquer, d'abord, c'est de dire qu'est-ce qu'on veut communiquer, à qui on veut s'adresser, comment on va faire passer nos idées et quand, quel timing choisir pour faire passer des idées. La question de savoir quoi communiquer est centrale. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'on veut dire et donc il faut s'informer réellement et pas juste avoir des opinions, mais avoir des opinions documentées à travers un sujet. Donc si on parle des réfugiés par exemple, faut se dire, ok, c'est quoi le sujet, c'est quoi les lois internationales, c'est quoi l'historique du Canada par rapport à une situation comme celle-là, c'est qui les acteurs sociaux qui travaillent sur les questions d'accueil aux réfugiés, c'est quoi les ressources qui manquent, etc. Il faut faire un véritable travail de recherche pour pouvoir savoir c'est quoi notre opinion, c'est quoi notre point de vue sur le sujet, et puis aussi c'est quoi qu'on demande. Dans notre cas à nous, on se retrouve beaucoup à demander des choses, donc concrètement, c'est quoi quelque chose de positif qui peut être fait. Et c'est pas toujours simple d'avoir une demande concrète. Bon, on est malheureux parce que le taux de chômage est très élevé chez les musulmans, mais est-ce qu'on est capable d'avoir une demande concrète pour dire, comment ça s'appelle, du positive action, donc ce qu'on appelle péjorativement de la discrimination positive sur base religieuse? À nos yeux, c'est même pas possible de demander une chose pareille parce qu'en fin de compte, on ne va pas demander aux gens de cocher est-ce qu'ils sont musulmans ou pas, comment on gère d'autres types de discrimination. Fait qu'au-delà du constat, avoir une demande concrète qui est positive, c'est pas quelque chose de simple, honnêtement. Alors ensuite, la deuxième question, c'est à qui on s'adresse. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire au-delà de la vie qu'on a, c'est pas à nous qu'on l'adresse, c'est à un interlocuteur. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie, honnêtement. Ça a l'air vraiment bête, mais très souvent, moi je suis contre la charte qui a été présentée du Parti québécois. Je sors et je dis vive les droits de la personne, c'est dans les droits de la personne la liberté, la conviction religieuse, mais on ne sait pas demander à qui on s'adresse. Et là tout d'un coup, si on se dit on s'adresse à qui, c'est qui amène cette idée? C'est le mouvement nationaliste du Parti québécois, disons. Ils ont une idée de société. Et on est en train d'opposer le droit d'une personne en face d'un projet de société. On est déjà perdant. Ça ne parle pas à mon interlocuteur. Donc c'est important de se dire comment est-ce que je vais m'adresser par rapport à ce problème-là. Et ça peut être le même principe qui est le principe de la personne, mais comment on s'adresse, fait en sorte qu'on dit, moi, mon projet de société, c'est une société où les droits de la personne sont respectés. C'est la même chose là. Mais tout d'un coup, on est en train d'opposer un projet de société vers un autre projet de société. Et les deux peuvent être nationalistes. Donc Chloé, tu voulais dire? Moi, c'était une question pour revenir à tout ce que tu dis depuis tout à l'heure. En fait, je fais un petit lien avec ma profession. Donc tout ce que tu nous dis en communication, finalement, c'est ce que nous, on enseigne à nos élèves pour le schéma narratif. J'ai ma situation initiale. Donc le qui, le quoi, le comment, le où, pour qu'on comprenne les situations. Donc jusque-là, je te suis. Quand je communique, c'est la même chose. J'explique de qui je parle, quand, pourquoi, comment. Jusque-là, je te suis. Après ça, tu viens de nous dire les concepts importants. Donc si je demande à un élève de me faire une histoire imaginaire, c'est quoi l'imaginaire, c'est quoi les lieux en rapport, c'est quoi les personnages? Parce qu'en fait, ça me parle. Tout ce que tu dis, c'est ce que j'enseigne. Donc jusque-là, je te suis. Donc après, tu expliques attention les différents pièges de communication, comme moi j'explique attention les différents pièges d'écriture. Si tu me dis que c'est un personnage imaginaire et que tu me parles d'un cheval, ça marche pas. Donc jusque-là, je te suis. Tu nous parles de la technique du parapluie, mais là, j'arrive à une interrogation. Moi, mes élèves, lundi, mardi, c'est la grève, donc je ne vais pas voir mes élèves. Mercredi, j'arrive avec mes élèves, puis ils savent que leur enseignante elle est française, puis ils savent que le week-end n'a pas été facile, puis ils savent. Et là, ça va commencer qu'ils vont rien vouloir faire de la journée avant qu'on parle de ça. Peu importe l'âge que j'ai. Ils ont quel âge? Là, moi, actuellement, je suis avec des 4e années. Donc, je suis aux alentours de 9-10 ans en fonction de si t'as redoublé ou pas. Donc là, je les élèves quand je suis dans une école multiethnique. Donc, tous ils sont concernés, que ce soit par leur appartenance culturelle, par leur religion, ou par l'ami, la voisine, la cousine, etc. Puis là, je me pose la question parce que forcément, je me prépare avant ça, parce que comme on a dit tout à l'heure, ça vient à l'émotif. Donc moi, il faut aussi que je sois campée dans mes positions, surtout dans ce que je vais leur dire. Donc là, je me dis, super, on va avec eux avec la situation initiale, qu'est-ce qui s'est passé, quand, où, comment. Et là, on arrive au pourquoi.
Et là, en fonction, parce que je connais déjà mes élèves, je sais déjà qui va me dire quoi, j'en ai qui vont me dire, bon bah c'est des gens qui ont voulu piéger les musulmans qui ont fait ça. Il y en a d'autres qui vont dire, non c'est des gens qui n'aiment pas les Français. Il y en a d'autres qui vont dire, bah c'est les mêmes personnes qui ont fait ça en Syrie, qui ont fait ça au Royaume-Uni, qui ont fait ça en Espagne. Donc tout le monde va avoir son point de vue. Donc moi ma question, et c'était pour revenir à ça, parce qu'on a dit, il faut rassurer avant de leur parler. C'est-à-dire dire, je sais que c'est horrible, je sais que ça c'est lié à l'émotif, je sais qu'il y en a qui sont pas contents, il y en a qui sont frustrés, puis il y en a peut-être qui sont contents en fonction de ce que tu penses. Mais là, moi j'ai un problème avec mes élèves parce que c'est moi leur source d'information, puis c'est moi qui suis censée avoir le savoir pour eux. Donc là, je me dis, qu'est-ce que je fais pour justement pas tomber dans les pièges de communication? Est-ce que je pars de ce que eux me disent? Ben moi j'ai vu ça, moi j'ai entendu ça, moi j'ai lu ça, et après on démystifie. Et ça c'est un gros travail parce qu'on s'entend, j'ai 15 élèves, donc je peux avoir 15 points de vue différents, très tranchés. Ou est-ce que, et là je suis au conseil de communication, est-ce que je pars avec des principes, une base commune, des concepts qui peut-être vont pas faire référence avec mes élèves? Parce qu'il y en a pour qui l'islam ça veut rien dire dans ma classe, puis il y en a pour qui l'islam c'est égal terrorisme, puis il y en a pour qui l'islam c'est égal je prie avec maman chaque soir. Donc qu'est-ce qu'on fait pour pas tomber dans un piège de communication, surtout avec des enfants? Qu'est-ce que je fais? Je pars de leur conception, qui ont construit et déconstruit autour de ça? Ou est-ce que moi j'impose une base commune? Et c'est pas vraiment ma façon de faire dans le sens où chacun a le droit de penser ce qu'il veut, parce que ça, la liberté d'expression et de penser, elle est hyper essentielle pour moi. Donc qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que je l'ai vécu quand on a parlé de la Palestine et d'Israël, parce que j'ai une élève palestinienne musulmane dans ma classe, puis j'ai un élève juif qui revendique ses convictions, qui revendique ce qui se passe à Gaza, etc. Donc ça m'est déjà arrivé de devoir gérer ça en classe, puis c'était émotif. Donc là, je veux me préparer au mieux pour ce que je vais devoir faire avec mes élèves mercredi, puis je me dis, je m'arrête pour justement pas tomber dans un piège, puis surtout pour pas passer la journée à parler de ça, parce que moi aussi ça me tire du jus, puis qu'il y a des choses que j'ai pas envie de partager avec mes élèves, parce que c'est ma vie, parce que c'est ma famille, parce qu'ils n'ont pas besoin de savoir si ça m'a touché ou pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Moi j'ai une... je t'entends. Bon, tout ce que moi j'ai dit là actuellement, c'est pas mal du one way. Hein. L'idée c'est de faire valoir une quête de vérité à un auditoire parce que c'est par rapport à l'accès aux médias. Évidemment, toi c'est une chose très différente parce que tu es dans une interaction. Bon, je pense que la chose la plus importante, alors comme je ne suis pas un professionnel de communication, hein, je suis informaticien de formation, je suis encore moins de l'éducation. Mais ce que je pourrais dire, c'est que mon feeling à moi, c'est que ce qu'ils doivent apprendre, c'est pas l'opinion, c'est le raisonnement. Okay? Donc il faut avoir l'exercice qui ne consiste pas à avoir une opinion à la fin, mais l'exercice consisterait à dire ben, comment est-ce que j'interprète, quelle est la méthodologie qui me permet de me poser les bonnes questions. Moi j'ai un réflexe tout de suite comme ça, c'est de dire est-ce que vous pensez que cet acte-là est une continuité de quelque chose ou pas? Bon. Déjà le placer dans une dynamique où, parce que c'est souvent ça qu'on a d'ailleurs par rapport à la Palestine aussi, c'est avant-hier il y a eu un coup de couteau, aujourd'hui il y a une réponse. Ok, on va se faire par le nez, on commence en 1940 et on revient jusqu'à avant-hier si vous voulez, mais il va falloir comprendre quand même qu'il y a une continuité de l'histoire qui arrive à ce qui se passe aujourd'hui. Et ça c'est très intéressant. Moi ce que je vois là tout de suite là, dans les médias quand on regarde, il y a trois choses qui nous disent les médias. Ils nous disent c'est trop tôt pour analyser. La réponse va être violence, machin, on est en guerre, machin, etc. Aucune analyse. Deux dénis principaux, massifs. Un, c'est ils sont tous étrangers. Okay. Il apparaît que possiblement ce que je viens de voir sur mon téléphone, il est possible qu'ils soient effectivement tous étrangers pour une fois d'ailleurs. Mais l'idée de dire on a créé nos propres ennemis aussi, c'est le premier déni. On l'a eu avec Charlie Hebdo, c'était évident. Il n'y a pas un seul moment, on s'est dit merde, comment la France crée ses propres ennemis. Deuxième chose, c'est on est en état de guerre. Tu fais bah ouais. Hey, hello, non seulement tu es en état de guerre. C'est pas juste la Syrie en ce moment, c'est ce qui s'est passé depuis les années 1991. Je veux revenir encore plus loin parce que on peut vraiment partir à partir de la Palestine depuis 1857. C'est vraiment on en parlait tantôt, il y a vraiment cette affaire de nous contre eux depuis. Mon deuxième point, c'est ce qui m'importe le plus, c'est quand tu disais qu'il faut commencer un discours par les rassurer.
j'en ai parlé de ma situation personnelle, j'en ai marre de me dire que je vais commencer un discours en disant non, je ne suis pas terroriste, non, je ne suis pas contre vous, non, je ne vous déteste pas parce que vous êtes terroriste, non, je ne suis pas homophobe, non, je suis... Il y en a marre de cette que je dois m'identifier en premier par ce que je ne suis pas, puis j'ai comme juste le goût de m'affirmer de ce que je suis et non pas rassurer l'autre, mais juste comme c'est ça qui est ça, tu n'avais pas besoin de me justifier, de faire ma propre apologie. Donc j'ai vraiment de la misère avec ça parce que moi quand il y a un événement, à chaque fois, parce que je suis dégoûtée par le coverage médiatique, mais à chaque fois qu'il y a un événement viral, ça fait juste trop mal et je m'exprime jamais publiquement, je m'exprime sur énormément de sujets après coup quand la poussière retombe. Sauf que j'ai énormément de misère parce que je me dis, je suis pas un média, donc ça me tente pas de juste faire comme tout le monde et juste share quelque chose qui se passe en ce moment, les gens l'ont déjà entendu ailleurs. Mais surtout parce que je ne peux pas endosser le discours de je suis désolée en leur nom. Parce que moi je travaillais hier, on s'est à 4 heures en disant qu'il y a eu un attentat, puis on va regarder avec des yeux genre qu'est-ce que t'en penses toi? Il y a, par exemple, comme c'est arrivé en Norvège il y a 2 ans, là, qui a tué 70 personnes dans un missile, c'est un déséquilibré mental. L'avion là qui décollait de l'Espagne vers l'Allemagne, c'est un déséquilibré mental. C'est toujours un déséquilibré mental, alors qu'un criminel, c'est un criminel. Quand c'est musulman, c'est tout de suite, c'est la terreur, le terrorisme. Et en plus, c'est que les actes terroristes arabes musulmans sont minimes, par exemple aux États-Unis, comparativement aux tueries qui se passent tous les jours quasiment dans les écoles. Donc je pense que c'est quelques dizaines par rapport à Même en Europe, il n'y a que 2% des actes terroristes qui sont commis par des individus appartenant à la confession musulmane. Le reste, c'est la plupart des séparatistes, des c'est ce qui se passe en Syrie finalement, ça dans les pays arabes. Je veux dire, si on calcule que 120, c'est ridicule de faire ça, j'aime pas ça faire ça, mais 127 morts hier, si tu calcules le nombre de morts qu'il y a eu en Syrie dans les dernières années, ça fait 200 par jour de déplacés, de réfugiés, ça fait 2000 par jour. Donc tu sais, c'est comme... c'est sûr que ça minimise pas ce qui est passé à Paris, mais c'est parce que c'est chimique, c'est en Occident, alors que ce qui se passe... Juste voir la situation des musulmans, des arabo-musulmans, maintenant en Occident. On prend par exemple l'exemple africain. Si on recule 150 ans, c'était les Irlandais, avec des différences. Si on recule 20 ans, 20 ans, c'était les Noirs, les Italiens, les Grecs, les Juifs. Oui. Alors, c'est un peu la mode maintenant. Moi, avec la différence de la dimension djihadiste qu'on a, politique internationale, la question de la Oumma, que moi, je suis, peut-être pour quelques raisons, je suis lié à quelqu'un ou à un groupe quelque part dans le monde, ou bien si quelqu'un a fait quelque chose, je ne sais pas, n'importe, ça va, si quelque chose, ce qui se passe maintenant à Paris va m'affecter personnellement, en tant que musulman, en tant qu'arabe-musulman. Cette dimension-là, on n'a pas cette dimension-là. On l'a eu avec les communistes, on l'a eu.